Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, Macron. Donc, on va aborder le bilan d'Emmanuel Macron. Je mets des disclaimers, on va aborder que le bilan économique du président Macron, et je vais essayer d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de venir m'insulter si jamais je dis des choses qui ne vont pas dans votre sens. Je vais essayer d'être neutre. Voilà. Donc je ne prends ni parti pour l'un, ni pour l'autre. Je dis les faits, rien que les faits, avec les conséquences. Et potentiellement à la fin, je vous dirai 2-3 mots sur ce que j'en pense globalement de ce bilan-là. Et évidemment, je ne peux pas aborder tous les points économiques, parce que sinon la vidéo ferait 3 heures, et l'objectif c'est de la torcher en 15-20 minutes. Voilà. Donc évidemment, je vais oublier des choses, mais je vais essayer de traiter le plus gros du sujet. Alors avant de commencer la vidéo, je fais ma petite pub. Je suis en train de monter mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et pour ce faire, j'offre des bilans patrimoniaux complètement gratuits avec des projections de patrimoine, et voilà. Donc, alors comment on va procéder? On va découper, diviser les 10 années quasiment, parce que j'estime que voilà, c'est terminé, là. On est en 2026, il reste 10 mois. Enfin, pour moi, en plus, il a plus la majorité, donc pour moi, il peut plus rien faire. Enfin, quasiment plus. Donc voilà, en tout cas, je pense que son bilan économique est tracé. Mais du coup, c'est pour ça que je vous dis, on va diviser ces 10 années de mandat par des phases. Parce qu'on a eu, par exemple, la phase Covid, qu'il faut traiter différemment de la phase 2017-2020 qu'on va traiter juste après. Enfin, vous voyez, voilà. Donc on va traiter dans l'ordre de 2017 jusqu'à nos jours. Alors pour aborder la première phase qui est de 2017 à 2020 avant Covid, on va regarder déjà les déficits. Donc il faut savoir que François Hollande, dans son mandat, était déjà en train de diminuer les déficits. Donc les mesures qu'a pris Emmanuel Macron en début de mandat, voilà, il faut quand même relativiser un petit peu ces effets, parce qu'effectivement, de 2017 à 2020, le déficit a baissé jusqu'à 2,1% de mémoire. Et donc effectivement, il y a eu une baisse des déficits et dans le même temps des réformes pour le travail, pour l'économie, dont on va parler juste après. Alors pour commencer à regarder les réformes qu'il a fait entre 2017 et 2020, on peut déjà regarder l'ISF, donc il a supprimé l'ISF, qui a été ensuite remplacé par l'IFI, donc que sur la fortune immobilière au lieu de toute la fortune, hein, parce que ça enlève quand même pas mal de choses dans l'assiette, notamment les actions, etc. Mais bon, voilà. Et la création de la flat tax, donc c'est-à-dire que vous payez, bon alors maintenant c'est 31,4%, mais à l'époque, d'ailleurs jusqu'à encore récemment, c'était 30%. Donc ça permet de faire revenir les investisseurs parce qu'ils disent bon, on va être moins imposé. On peut aussi parler de la loi Pacte. Donc la loi Pacte, en fait, c'est une loi qui visait à simplifier tout ce qui est administratif et tout le bordel, tous ces trucs-là, pour les ETI, les PME, voilà, toutes les entreprises globalement. Donc ça, effectivement, c'est, je pense, plutôt une bonne chose, parce que bon, ma foi, il faut bien simplifier au plus possible pour laisser les gens bosser, hein, parce que c'est comme ça le but d'avoir une entreprise. On va parler aussi de la réforme de l'assurance chômage, donc qui avait pour objectif de ramener les gens vers le travail, et donc du coup d'économiser aussi de l'argent parce il réduisait beaucoup de choses. Et on a aussi la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est passé de 33% à 25%. En conclusion de ces 3 années de mandat, bon, globalement, d'un point de vue économique, c'est toujours pas mal. Objectivement, il a fait le boulot, le déficit est descendu à 2,1%, c'est pas rien, on aimerait bien avoir un déficit actuellement à 2,1%, et il a réussi à légèrement libéraliser l'économie, et effectivement à être plus dur sur certaines choses, notamment le chômage. Chose qui a été évidemment très mal pris socialement, et on a eu des grandes manifestations. Bon bah, tout le monde se souvient évidemment des gilets jaunes, etc., etc. Bon, même si les gilets jaunes à la base ça a pété pour autre chose, voilà, globalement c'était aussi un tout, hein, c'était pas que les prix de l'essence les gilets jaunes. Donc voilà, il y a eu ce tout. Donc si on peut donner une conclusion, globalement moi je trouve que économiquement ça va. Ça a été, spoiler, sa meilleure période. Mais d'un point de vue social, bon bah voilà, les Français,
sont de nature très sociale, très à gauche, si je puis dire. Et donc voilà, c'est très compliqué de mener une vraie politique libérale, donc potentiellement il aurait voulu aller plus loin, et peut-être qu'il n'a pas pu, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, le bilan est là. Globalement, je mets quand même une note assez positive d'un point de vue économique sur cette période-là, mais on va voir que ça va se gâter ensuite. On va attaquer la période de 2020 à 2022. Or, on la laisse pour la partie d'après, la réforme des retraites, parce que c'est un sujet qu'on va aborder après, qui est très important, et d'ailleurs à peu près la seule chose, grande chose en tout cas, qui les fait du point de vue économique de 2022 à 2024. Donc la période Covid, on va s'en occuper maintenant, et il y a quand même pas mal de choses à dire, et surtout à réfléchir. Alors pour le Covid, évidemment, c'était une période ultra exceptionnelle. On était quand même sur l'une des plus grosses pandémies que l'humanité ait vécues. Donc évidemment, à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels, et donc on a eu ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Alors ça, pour le coup, ça représente assez bien la mentalité française, qui est très dans le social, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, etc. Et donc là, on a eu plein de choses. Le chômage partiel, évidemment, qui a coûté extrêmement cher. Les prêts garantis par l'État aux entreprises. On a eu même des fonds, des fonds qui sont intervenus pour aider les entreprises, aider les gens, etc. Voilà, c'était vraiment très social, ça a coûté très très cher. Mais voilà, il l'a fait. Est-ce que d'un autre côté, si on aurait laissé simplement les gens se débrouiller, bon bah ça aurait créé évidemment, je pense, une catastrophe économique. Donc bon, c'est un moindre mal. Et donc on a eu par la suite le plan France Relance de 100 milliards, qui comptait dedans non seulement des investissements massifs dans les énergies nouvelles et tout le bordel, même l'hydrogène je crois d'ailleurs, et des baisses d'impôts. Donc ça, globalement, c'était plutôt positif. Alors, forcément, tout ça a des conséquences, et on part de notre déficit de 2,1%, donc dans notre période 2017-2020, à un déficit allant jusqu'à 9% au pic de la crise, et qui s'arrête fin 2022 à 4 et quelques pourcents. La dette publique est passée de 98% à 111%, soit 600 milliards d'euros de hausse. Donc c'est énorme, hein, mais là encore, comme je vous ai dit juste avant, bon bah, on paye hein, forcément, on injecte de l'argent dans l'économie, voilà, forcément la dette augmente. Et par contre, paradoxalement, le chômage n'a continué à baisser, voilà, n'a pas arrêté sa baisse, mais l'a continué. Voilà. On est passé de 8 à 7,2 je crois de mémoire. Le chômage qui est d'ailleurs un des points qui est le plus mis en avant par Macron et, son camp, parce qu'évidemment c'est la seule réussite plausible. Ce à quoi je répondrais que je suis assez perplexe pour la simple et bonne raison qu'il il a créé plein de choses, notamment le statut d'auto-entrepreneur qui a fait sortir du chômage, hein, ça c'est un fait, beaucoup de personnes, mais dans des emplois précaires, donc je ne sais pas si c'est vraiment mieux. Et d'un autre côté, il a fait aussi beaucoup de réformes d'assurance chômage, et du coup, potentiellement, il a basculé des gens qui étaient au chômage au RSA, donc vous voyez, je ne sais pas si c'est vraiment mieux. Et évidemment, vu qu'on traite la période 2020-2022, on avait un retour de l'inflation. Alors, il y a deux causes principales, hein. Non seulement la crise énergétique, à cause principalement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi évidemment des dépenses massives qu'on a eues. Parce que oui, forcément, quand tu injectes massivement de l'argent dans l'économie, bon, bah, il y a des effets, vous voyez, c'est pas anodin. On peut pas, clac, faire apparaître 100 milliards, et puis hop, c'est parti, c'est la fiesta, sinon ce serait trop beau, vous voyez. Sinon, l'État nous imprimerait 1 milliard à tout le monde, et puis voilà, tout le monde est riche. Donc ça ne marche pas, évidemment. Donc bon, ce que je pourrais dire en conclusion de cette période 2020-2022, d'un côté je me dis, s'il aurait rien fait, ça aurait été catastrophique, l'économie serait par terre, mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous relancez la croissance avec de la dépense publique, l'effet un peu pervers, c'est que lorsque vous avez des déficits qui sont très hauts et que vous devez baisser vos déficits, donc baisser vos dépenses, étant donné que votre économie est reliée massivement à vos dépenses publiques, vous avez ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire. C'est-à-dire que vous baissez vos dépenses, votre croissance va baisser, etc., etc. Donc potentiellement, ça peut
baisser vos dépenses, c'est paradoxal, hein, mais c'est la réalité, baisser vos dépenses peut vous faire entrer en récession, concrètement. C'est ce qui s'est passé en Grèce, vous voyez. En Grèce, quand ils ont fait faillite, bon bah, le FMI leur a dit, bon bah hop, on coupe dans les dépenses, et bah oui, bah récession derrière. Et récession bien plus violente que ce qu'ils imaginaient, vous voyez. Alors maintenant, on va aborder la période de 2022 à 2024, donc le second mandat de M. Macron, qui a été réélu en pleine guerre, et justement, on va aborder ce sujet-là. Mais avant, on va faire un petit point sur la principale réforme économique du mandat, à savoir la réforme des retraites. Donc, grosso modo, parce que je ne vais pas vous faire ça dans le détail, passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, en tout cas l'âge légal, et donc pour économiser 20 milliards, apparemment. Bon, je ferai la conclusion après pour vous dire ce que j'en pense, mais c'est évidemment pas suffisant, c'est même un peu un coup d'épée dans l'eau par rapport au problème énorme, il n'y a pas d'autre mot, qu'est notre système social et plus précisément notre système de retraite. Pour les conséquences de cette tragique guerre qu'on a eue et qu'on continue à avoir malheureusement entre la Russie et l'Ukraine, c'est une crise énergétique, d'ailleurs sans précédent, qui a vraiment fait très mal. Et donc l'État, pour limiter la casse, a appliqué un bouclier donc, qui nous a coûté quand même 26 milliards entre 2021 et 2024. Donc c'est assez conséquent, mais ça a eu aussi pour conséquence de ralentir l'inflation, en tout cas de la contenir. Et donc on a eu, mine de rien, même si on a l'impression que c'était énorme, l'inflation la plus basse d'Europe. Donc ça, pour le coup, opération réussite. Voilà, en tout cas, on a essayé de limiter la casse. Je ne sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais on a fait légèrement mieux, c'est déjà ça. Alors en conclusion de cette période de 2022 à 2024, le déficit est monté jusqu'à 5,8%. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on a baissé de 9% à 4 et quelques pendant la période Covid, après on est resté dans ces eaux-là. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est que théoriquement, enfin en tout cas actuellement, on n'a pas de période de crise et pourtant on est toujours très haut. Alors que là, bon, bah, il y avait des raisons. La crise énergétique, c'est quand même une sacrée raison, vous voyez. Donc bon, voilà. Après, à propos de la réforme des retraites, honnêtement, je pense qu'il faut aller bien plus loin. Le problème est énorme. Les retraites nous coûtent 420 milliards d'euros par an, 60,1% du budget de l'État. Enfin, c'est juste phénoménal. Au bout d'un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et prendre des mesures drastiques et évidemment commencer à passer par capitalisation. Ça, c'est nécessaire. On ne peut pas financer un système qui a été créé avec 4 travailleurs pour un retraité, où maintenant on est à 1,4 travailleurs pour un retraité. Vous voyez, c'est plus possible. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vivre dans un autre monde. Là, enfin, si vous voulez, même les socialistes commencent à y penser. Donc, pour vous dire que je ne suis pas un extrême droite ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est juste du bon sens pour le coup. Et donc, voilà, il faut à tout prix faire ces réformes-là. Et bon, après, j'ai des idées comme ça, mais plafonner et mettre tous les retraites à 1500 euros par mois, mais vraiment, voilà, toutes les retraites, même ceux qui touchaient moins avant, on les met tous à 1500. Alors évidemment, ça ferait un gros choc, ça nous coûterait en croissance, mais ça permettrait d'économiser 170 à 180 milliards d'euros par an. C'est pas rien. Sur un système qui nous coûte 420 milliards, bon bah voilà. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, si on ne le fait pas par nous-mêmes, c'est le FMI qui va le faire. Donc, vous voyez, c'est pas trop une question en soi. Alors, paradoxalement, il y a eu un effet positif assez inattendu de la crise énergétique, c'est-à-dire qu'on avait une inflation assez élevée et qui a permis de grignoter la dette. Parce que du coup, lorsque vous avez une inflation élevée, ça permet de diminuer la dette mécaniquement, vous voyez. Donc ça, c'est un effet positif. Bon, on n'en a pas forcément les conséquences, mais vous voyez, enfin, potentiellement, ce qu'on connaît aujourd'hui aurait encore plus explosé s'il n'y aurait pas eu cette inflation. Bon, maintenant, on va passer à la partie 2024 à aujourd'hui. Et donc, malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer qu'il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est tout simplement dissoudre l'Assemblée nationale, cette fameuse élection législative, qui a conclu aucune majorité pour qui que ce soit. On est rentré dans une crise politique sans précédent. Bon, vous l'avez vécu comme moi, je ne vais pas vous refaire le topo. Mais voilà, en gros, plus personne n'a les manettes, plus personne ne peut rien faire, et tout ce qu'ils essayent, c'est de survivre. Donc, ça a des conséquences dramatiques, même si on ne les voit pas tout de suite. C'est-à-dire que pendant que les autres pays avancent, et ben nous, concrètement, on stagne.
Et évidemment, quand on stagne dans une économie ou dans n'importe quel sujet, en réalité, on baisse. Et c'est ce qu'on est en train de voir, malheureusement. Donc voilà, de 2024 à 2027, bah ça c'est, enfin pour moi, c'est la chose la plus scandaleuse. Concrètement, il fait perdre à un pays 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 ans, dans le monde où on vit actuellement, enfin, c'est énorme. Enfin, clairement, ça nous coûte, mais énormément. Bon alors voilà, on va s'attaquer aux chiffres du bilan du président Macron. Alors on va commencer par la dette publique qui est passée de 98 à 115% du PIB, donc plus 17 points. Enfin, c'est objectivement une explosion, il n'y a pas grand chose à défendre là-dessus, même si on peut essayer d'expliquer les causes, comme le Covid, etc. Mais bon, objectivement, même si on enlève le Covid et les différentes crises, bon bah, est-ce qu'il y a grand chose qui a été fait pour ramener le budget à l'équilibre? Est-ce que, enfin en tout cas réduire la dette, pardon, les déficits on y viendra après, mais vous voyez, enfin, il n'y a pas eu vraiment ce courage politique qui me manquait, mais ça j'y reviendrai. Les déficits justement, on est passé de 3% quand il a pris les manettes à actuellement, ou en tout cas c'est ce qu'il prévoit, potentiellement 6,1% de l'année prochaine. Enfin, enfin, on n'est pas en période de crise, hein, là encore, hein, théoriquement. Enfin, c'est gigantesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si on arrive à une période de crise type Covid, on fait quoi? On monte à 15% de déficit? Vous voyez, enfin, au bout d'un moment, les marchés vont plus prêter. Hein. Faut pas rêver. On parlait aussi du taux de chômage qui est passé de 9,4% à 8,1%. Bon, bah là encore, hein, comme je l'ai abordé tout à l'heure, je ne sais pas si vraiment ça a vraiment baissé dans la réalité parce qu'il y a eu tous ces gens-là qui ont basculé de chômage à auto-entrepreneurs précaires, donc je ne sais pas si c'est vraiment mieux, et tous les gens à cause des réformes d'assurance chômage qui sont passés de chômeurs à RSA, donc ça c'est pas mieux pour le coup. Voilà. Donc voilà, il y a aussi cette question-là. Est-ce que le chômage a finalement vraiment baissé dans la réalité? Je sais pas trop, mais bon, théoriquement, ça a baissé. La croissance du PIB est passée de 2,3% à 0,9%, mais là actuellement on vient de faire un trimestre à moins 0,1%, donc si on en refait un en négatif ou à zéro, on rentre en récession, donc bon, je sais pas comment va être la croissance cette année, mais j'y vois pas beau. Mais là où je mets aussi un point positif, c'est que Macron a fait beaucoup pour ramener des investissements à l'étranger, notamment avec Choose France, je ne sais pas si je le dis correctement, où le but est de ramener des investissements étrangers. On a eu 109 milliards de l'Arabie Saoudite pour des data centers. Récemment, on a eu SoftBank avec 75 milliards, etc. etc. Voilà. Objectivement, c'est une réussite. Il y a d'année en année de plus en plus d'investissements. La France est le pays le plus attractif d'Europe. Et d'un point de vue industriel, ça c'est un fait aussi, l'industrie en France augmente, c'est-à-dire qu'on construit des usines. En tout cas, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, des chiffres que j'ai. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, après voilà, je pense aussi qu'il y a deux, trois choses à remettre dans le contexte. Mais bon, voilà, tout n'est pas non plus noir. Il y a eu des réussites comme il y a eu des échecs. Mais globalement, dans ce qui est le plus important, il faut bien reconnaître que c'est un échec. Bon, alors maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors globalement, je pense que d'un point de vue, on va déjà commencer par les points positifs. Je pense que d'un point de vue international, le président Macron est un excellent président. C'est-à-dire que bon bah, on voit bien, il tient la baraque. Hein. Face à Poutine, il tient la route. Face à n'importe quel dirigeant, il tient la route. Il a ce truc de chef d'État, ça on peut pas lui enlever, effectivement. Aussi, moi je pense que ça a été objectivement, enfin c'est mon avis, une réussite d'un point de vue, j'allais dire économique, non pas du tout, d'un point de vue industriel, si vous voulez, il a ce truc de Startup Nation, le truc qu'il nous a vendu en 2017, bon bah, il a ce truc, vous voyez. Donc objectivement, ça a plutôt marché, peut-être que ça aurait pu être mieux, mais bon, ça aurait pu aussi être bien pire. Hein. En fait, si vous voulez, pour moi, même, je pense qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire, justement à cause des gens. Parce que, enfin, vous voyez bien, il fait une réforme des retraites, il y a 1 million de personnes dans la rue, vous voyez, alors que, objectivement, c'est 1/10 de ce qu'il fallait vraiment faire. Donc vous voyez, le problème, c'est plus les Français que le président lui-même, parce que je pense que si les Français l'auraient soutenu,
il aurait pu aller beaucoup plus loin et potentiellement le bilan aurait pu être bien différent, vous voyez. Donc bon, moi je pense que la faute n'est pas 100% à mettre sur le président, vous voyez. Il y a ce truc quand t'es politique dans la République, bon bah, je dois me faire élire pour le prochain coup, ou je dois faire élire mon camp, et donc, bon bah voilà, je dois prendre des décisions populaires au plus possible et éviter les décisions impopulaires parce que sinon je serais pas élu. Donc voilà, ça c'est un défaut de notre République, de notre système actuel. C'est un fait. Donc voilà, bon, je sais pas, objectivement je suis un peu mitigé. Je pense qu'il a d'excellents points, mais je pense aussi que pour le négatif, tout n'est pas non plus à rejeter sur lui. Vous voyez, c'est quand même très simple de dire, bon, c'est de sa faute, et voilà. Surtout que de base, c'est quand même le rôle du Premier ministre, hein, tout ce qu'on vient de parler, bon, qui certes applique la politique du président, normalement, sauf en cas de cohabitation, mais bon, vous voyez, théoriquement, bon, le président, il va à l'international, machin, il fait ses discours devant nos sous-marins, enfin, vous voyez, c'est bien beau, quoi. Mais voilà, je pense pas qu'il faut non plus tout rejeter la faute à 100% sur lui, en fait. Mais bon voilà, j'en ai fini. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. Évidemment, tout n'est pas complet. On aurait pu parler de bien d'autres choses. Mais voilà, on a attaqué les grosses lignes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, etc.